Du coup, je me présente, je m'appelle Florent Kenard, je suis doctorant ici au L6 et je vais vous présenter des travaux qu'on a pu réaliser dans ma thèse qui s'intitule Conception de tags RFID sans plus, robuste pour application en capteur. Du coup, le plan que je vais suivre, c'est celui-là. On va commencer par un contexte un petit peu sur la RFID, tout ce qu'on peut retrouver autour des capteurs sans plus. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on a pu faire sur les mesures de dilatation thermique pour le cas de métaux. Comment on a étendu ça à des mesures de température et d'humidité, et je finirai par conclure. Donc, pour un petit contexte, la RFID, c'est une technologie qui a eu un très gros essor les dernières années. On va retrouver beaucoup de familles différentes et chacune d'entre elles essaye de répondre à une problématique le plus souvent. Donc là, j'ai mis deux, trois exemples. On va retrouver par exemple le télépéage. Le télépéage qui serait une solution avec puce, avec batterie. Des solutions avec puce sans batterie qui serait par exemple ici un badge d'accès, ou alors des solutions complètement sans puce et sans batterie. Et c'est les solutions sur lesquelles nous on se penche. Pour continuer un petit peu le contexte, la technologie qui est la plus utilisée aujourd'hui pour l'identification, ça reste le code à barres. Ici, il y a un petit tableau comparatif des fonctionnalités qu'on peut retrouver pour la RFID ou le code à barres. Et on voit que la RFID a quand même beaucoup plus d'avantages que le code à barres. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que le code à barres il reste le plus utilisé aujourd'hui. La réponse, c'est son prix. Et c'est le but de la technologie RFID sans puce qui essaie d'être développée aujourd'hui, c'est de limiter le prix d'un tag en supprimant toute la partie qui va être électronique et batterie, tout en gardant les avantages qu'on peut retrouver dans une technologie RFID classique. Donc, parmi les avantages qu'on va essayer de mettre en avant ici, ceux sur lesquels on s'est concentré dans ma thèse, c'est la possibilité d'intégrer des fonctionnalités capteurs dans l'identifiant. Et c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, je vais commencer par la dilatation thermique. La dilatation thermique, c'est un phénomène mécanique et thermique qui est l'augmentation de la géométrie d'un objet quand on a eu des variations de température pour une pression constante. Donc, si on regarde ici le schéma qui serait à gauche, si on a un objet qui mesure une dimension L1 et une température T1, quand la température va augmenter, l'objet va venir se dilater et on aura un objet plus grand à la finale. Donc, les dimensions finales L2, on peut les relier aux dimensions initiales L1 avec l'équation qui est ici. L2, ce serait L1 facteur de 1 plus alpha fois la différence de température. Le coefficient alpha ici, c'est un coefficient qui est très important et c'est le coefficient qui caractérise les phénomènes de dilatation thermique. Et c'est le coefficient qui intéresse le plus souvent les gens qui sont dans le domaine, par exemple, du génie civil ou des semi-conducteurs. À titre d'information, pour les métaux, c'est cette expression-là qui est linéaire. Elle est valable sur des plages qui sont très grandes et on est très largement au-dessus des moins 20 degrés à plus 100 degrés. Ici, j'ai mis un tableau avec quelques métaux pour montrer un petit peu les coefficients auxquels on peut s'attendre. Donc ici, le CTE. Le CTE, c'est pour Coefficient of Thermal Expansion. On voit par exemple que le zinc, ce serait le métal qui va se dilater le plus avec la température. Il a quand même un coefficient qui est très faible, de l'ordre de 10-6. Le cuivre, ce serait un métal qui se dilaterait 2 fois moins. Et le tungstène, ce serait le métal qui se dilaterait le moins, avec seulement 4,5, 10-6. Pour avoir un petit ordre d'application numérique, les résonateurs qu'on va utiliser après, ils mesurent à peu près 5 cm. Donc, si on réalise un résonateur de 5 cm avec le métal qui se dilate le plus, donc le zinc, pour une variation de 20 degrés, on aurait une dilatation très faible de uniquement 30 micromètres. Donc ici, je vais présenter rapidement l'état de l'art sur les bandes de mesure qui permettent de mesurer ces CTE. Donc, on va retrouver énormément de bandes de mesure différents, des bandes de mesure optiques, mécaniques. Le plus courant et le plus ancien, c'est le banc de mesure qui est ici à l'écran. C'est un banc de mesure mécanique qui s'appelle le push rod ou le dilatomètre. Donc, on va avoir un matériau ici en bleu qu'on peut mesurer. On va avoir un four. Le four, il va venir faire chauffer le matériau. Et on a un capteur qui va être en contact, qui va venir mesurer la dilatation du métal ou du matériau. Le problème, c'est que ces bancs de mesure, ils sont mécaniques. Du coup, il va y avoir un contact physique entre le capteur et l'échantillon qu'on va mesurer. Et par transfert thermique, le capteur va aussi se dilater
et ça va introduire des erreurs sur la mesure. Donc, suite à ça, il y a des bandes de mesure sans fil qui ont commencé à être développées. Ici, j'ai mis quelques bandes de mesure qu'on peut retrouver dans l'état de l'art. Donc, on a le banc de mesure mécanique ici, c'est celui que je viens de présenter. On a les bandes de mesure optiques, type microscope, qui ont commencé à apparaître. Donc, on va venir faire chauffer l'échantillon et on va mesurer la dilatation du matériau. Et on fera le lien ensuite entre élongation et pixels mesurés sur l'écran. On va avoir des techniques optiques qui sont basées sur des interférences. Et après, on a des techniques un peu plus exotiques, comme les rayons X, où on va venir mesurer les angles dans les lattices d'un cristal pour venir mesurer la dilatation du cristal. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y a aucun banc de mesure RF qui fonctionne là-dessus. Et c'est sur ça qu'on essaie de se positionner ici. Donc, le principe de mesure qu'on a utilisé, c'est un principe radar, c'est celui qui est ici à l'écran. On va avoir ici en 1 une antenne qui va émettre une onde électromagnétique vers la cible. Cette cible va capter l'énergie et la renvoyer. Et l'onde qui va être renvoyée va revenir vers l'antenne et elle donnera des indications sur la cible. Donc nous, les cibles qu'on a utilisées, c'est des résonateurs boucles, comme on voit ici, ou les résonateurs boucles qu'on voit ici sur la photo, c'est ceux qu'on a fabriqués, qu'on est venu mesurer plus tard. Donc, comme je l'ai dit avant, les matériaux ils vont se dilater avec la température. Donc ici, le résonateur il va avoir des géométries qui vont changer quand la température va augmenter. Mais la fréquence de résonance de ce résonateur elle va être liée à sa dimension. Donc quand la température augmente, sa fréquence va diminuer. Et c'est ce qu'on va venir mesurer pour retrouver ces élongations. On a pu montrer que la fréquence de résonance du résonateur était liée, pouvait s'écrire de cette façon-là. Ici, on va retrouver la température T, un coefficient bêta. Et ce coefficient bêta, on a pu le relier directement au coefficient alpha CTE, qui est la donnée recherchée, par exemple, dans le génie civil. Suite à ça, on a commencé à faire des mesures. On fait des mesures en champ climatique. Le champ climatique, c'est l'image qu'on voit ici à gauche. Ça nous permet de contrôler précisément la température. On est venu mettre des absorbants, je ne sais pas si on voit ici, des absorbants à l'intérieur pour avoir une meilleure mesure. On a réalisé différents résonateurs. Donc ici, zinc, cuivre, nickel, aluminium. Comme ça, on va avoir différents coefficients de dilatation. Et dans cette chambre climatique, on va venir changer la température, mesurer les paramètres S et récupérer la fréquence de résonance. Donc ici, on a par exemple les paramètres S pour une boucle en zinc. Donc on voit que la fréquence de résonance diminue quand la température augmente. Ici, ce serait la comparaison en bleu avec la mesure et en rouge avec des simulations sur CST. Donc avec la formule précédente, on peut écrire cette formule ici. Le shift qu'on va avoir, delta F, il va être directement relié le coefficient bêta qu'on cherche mesurer et aux températures qu'on va venir mesurer dans la chambre climatique. Donc ici, on va avoir les différents métaux, zinc, aluminium, nickel et cuivre, et on voit que la pente de ces métaux sera directement le coefficient en bêta. Donc on est venu fitter les pentes, c'est les lignes en pointillés, pour retrouver les coefficients bêta, et c'est ce qu'on a ici dans le tableau. Donc dans le tableau, on va retrouver la première colonne qui serait les données fournisseurs, et la deuxième colonne qui serait les valeurs qu'on a mesurées nous avec l'approche RF. Donc on voit que pour le zinc et le cuivre, par exemple, on a des écarts qui sont inférieurs au pourcent. Pour le nickel, on a eu 6% d'écart avec les données fournisseurs. Pour l'aluminium, on a eu un fournisseur qui était différent. On n'était pas très sûr de la pureté du métaux. Donc on a préféré mettre une plage de 22 à 25. Et du coup, on ne peut pas trop comparer notre mesure aux données fournisseurs ici. Deux remarques qu'on peut avoir ici. La longueur qu'on est venu mesurer au minimum de dilatation était de 3,6 micromètres. Si on regarde le nickel, c'est le métal qui a le plus d'erreurs, mais il y a deux origines à ça. La première, c'est que c'est le CTE le plus faible, donc les variations vont être les plus faibles, et donc plus dur à mesurer. Mais c'est aussi un métal qui a une conductivité plus faible que les autres, et du coup, les pics pour le paramétrer, c'était plus difficile à mesurer.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on venait mesurer la température et on venait estimer le paramètre alpha, mais on peut aussi faire le schéma inverse. On peut connaître le alpha, ici les bêta dans l'équation, et mesurer la température. C'est ce qu'on a fait après. On va utiliser on a étendu l'équation précédente avec un résonateur avec substrat. Donc, le résonateur, il peut avoir un substrat qui, lui, va dépendre de la température. C'est pour avoir un cas un peu plus réel, mais aussi pour augmenter les sensibilités des capteurs de température. Ici, c'est les mesures qu'on a pu faire en environnement réel. Donc, on a fait plusieurs mesures. Ici, à gauche, on va retrouver par exemple la mesure numéro 3 du tableau. C'est une mesure qui a été faite d'un bureau à un autre à travers une porte en bois. En faisant ça, on a obtenu des résultats qui étaient ici. Donc, en noir, ce serait le capteur électronique qu'on retrouve ici, qui mesure la température. Et en jaune, ça aurait été la température estimée par l'approche RF. On voulait montrer aussi que ces capteurs de température étaient compatibles avec les fonctionnalités d'identification qu'on peut retrouver sur les tags dans la file sans plus. Donc, on a pris un tag classique composé de 3 résonateurs et on est venu estimer la température sur ces 3 résonateurs. On voit aussi que en faisant la moyenne sur les trois réponses, on avait une réponse qui était encore meilleure et plus proche de la température réelle qui serait ici mesurée en noir. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la température ici est estimée assez bien, sauf quand on est trop bas ou trop haut. Et en fait, on va retrouver ici une erreur de température qui peut être quasiment de 2 degrés. Donc, on est venu identifier cette source d'erreur. On a vu que le diélectrique, le substrat, il dépendait aussi de l'humidité. Et c'était la source d'erreur qu'on voyait dans les graphes précédents. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans un cas réel, on va avoir la température et l'humidité qui vont varier, les deux. Et que si on faisait comme ce qui était fait dans l'état de l'art aujourd'hui, c'est-à-dire mesurer par exemple que la température, on allait avoir les erreurs qu'on a pu montrer avant. En fait, les variations d'humidité vont être interprétées comme des variations de température. Et c'est pas une bonne chose. Donc on a essayé de mesurer les deux paramètres et de les isoler pour diminuer ces erreurs. C'est ce qu'on a ici. Donc la fréquence de résonance du résonateur, on est venu intégrer ici RH, qui serait l'humidité. Donc on va retrouver ici la température T, qui est liée à un coefficient alpha. Ce coefficient alpha, prend en compte la dilatation thermique du métal et la dépendance thermique de la permittivité. Et on va retrouver ici en violet les dépendances en humidité. Donc maintenant, on veut mesurer la température et l'humidité. On a deux inconnus, donc on va essayer d'avoir deux équations. Pour faire ça, on va utiliser maintenant deux résonateurs. On a la configuration qui est ici. Et ça nous permet d'écrire le système matriciel qui serait ici. Ce système matriciel, on peut venir mesurer la fréquence de résonance F1 et F2, des résonateurs 1 et 2, pour venir l'inverser et retrouver uniquement la température T et l'humidité RH. Donc on a fait ça en simulation, on est venu simuler cette configuration ici. On a obtenu les paramètres, les RCS, ici en bas à gauche, du résonateur 1, du résonateur 2. On est venu appliquer le système matriciel et on obtient les deux graphes qui sont ici. Donc le premier graphe, ce serait la température estimée. On voit que la température estimée, elle est en bon accord avec la température simulée, mais surtout qu'elle est indépendante de l'humidité qui est simulée. Ici à droite, on voit que l'humidité estimée est en bon accord avec l'humidité simulée et indépendante de la température simulée. Ici, je voulais revenir sur ce point-là, l'importance de mesurer les deux grandeurs ou de les isoler. Si on fait uniquement un capteur de température comme on a pu faire avant, on voit qu'ici la courbe rouge, la courbe violette ont le même pic en fréquence de résonance. Ça veut dire que si on fait un capteur uniquement de température, ces deux fréquences de résonance donneraient le même résultat, mais on voit que d'un côté, on a bien une température à 60 degrés, alors qu'à l'autre côté, on a une température à 0 degré, ce qui serait pas bon. On a commencé à faire des mesures en champ climatique, donc on a utilisé le même setup. On est venu utiliser deux boucles, qui sont celles-là, c'est des boucles cuivre sur Roger. On est venu varier la température et l'humidité à l'intérieur de la chambre climatique. On a mesuré ici les fréquences de résonance du résonateur 1 et du résonateur 2.
Si on applique maintenant le système que j'ai montré juste avant, on peut obtenir maintenant la température et l'humidité. Donc ici, on va avoir la température avec notre approche en bleu et la température mesurée par un capteur électronique en rouge. Et ici, l'humidité en bleu par notre approche et l'humidité par un capteur électronique en rouge. Donc en moyenne, on avait des erreurs qui étaient inférieures à 0,7 degrés et 1,3% sur l'humidité. Suite à ça, on est passé en environnement réel. Donc les grandes mesures, c'est celui sur la gauche ici. On va avoir les antennes ici, le capteur électronique ici, et les deux résonateurs dans le bloc plus sirène là. Et on a pu mesurer ici la température en bleu avec notre approche, température en rouge avec le capteur électronique, et ici en bleu et en rouge encore pour l'humidité. À gauche ici, j'ai rajouté une troisième courbe en verte qui serait le capteur de température de l'état de l'air, où on voit qu'au départ, il colle assez bien, mais au fur et à mesure de la mesure, la température a changé, l'humidité a changé de quasiment 10%, et on a des erreurs qui apparaissent de quasiment 2 degrés ici, qu'on ne va pas retrouver sur l'approche qui prend en compte les deux paramètres. Donc là, on peut faire ce qu'on a fait avant. Donc là, on cherchait à mesurer la température et l'humidité, mais on peut aussi faire l'inverse. On peut mesurer la température et l'humidité et caractériser, par exemple, le diélectrique. Ici, c'est des caractérisations de diélectrique qui sont faites pour du kapton. On voit la permittivité en fonction de l'humidité et ici, la permittivité en fonction de la température. C'est ce qu'on a fait ici. Ici, en bleu, on va avoir la fréquence de résonance mesurée, normalisée par la fréquence initiale, dans le banc de mesure en environnement réel que j'ai montré juste avant. Et ici, en rouge, cette équation où on vient venir fitter les coefficients A', alpha et gamma par rapport aux températures et humidité qu'on vient mesurer. Donc, ce banc de mesure, on l'a répété plusieurs fois. C'est le tableau qu'on trouve ici. On voit que les paramètres sont assez constants sur les mesures, que ce soit en environnement contrôlé, mesure 1 à 3, mais également en environnement réel. On a pu aussi étudier un peu les limites. On voit par exemple que le coefficient gamma, qui représente l'humidité, est assez constant, des plages de 25 jusqu'à 80% d'humidité. Au-delà de 80%, le coefficient commence à croître. Et finalement, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a comparé les données qu'on a mesurées aux données fournisseurs. Donc, le plus souvent, les diélectriques qui sont caractérisés en température. Donc, avec les formules précédentes, on peut calculer le coefficient alpha qu'on pourrait avoir avec les données fournisseurs. On trouve 40,6 et on peut le comparer aux mesures que nous on a faites. On trouve 38, 46, 41, 41. Maintenant, par exemple, les coefficients en unité sont quasiment jamais donnés dans le datasheet. Celui-là, on ne pourrait pas le comparer. Pour conclure, on a présenté une approche sans puce, qui est faible coût, sans batterie, sans fil. On a présenté un capteur de température qui permettait, température et humidité, qui permettait d'isoler les deux paramètres physiques, avec des erreurs inférieures au degré et 5% sur l'humidité en environnement réel. Et on a aussi montré que ces mesures étaient compatibles avec la fonctionnalité d'identification d'un tag classique. Donc pour les exemples d'application, on a mis des exemples pour la mesure de température, qui serait par exemple la surveillance de la chaîne de froid, sur l'humidité, qui serait la surveillance de l'électroménager, et également les bancs de caractérisation un peu plus laboratoire pour caractériser le diélectrique ou la dilatation de métaux. Merci pour la présentation. Quelques questions? C'est dans le chat, merci pour votre présentation. Enfin, moi, je suis très impressionné par le résultat. Parce qu'on a tenté des choses un peu équivalentes, on s'est un petit peu cassé les dents en fait. Déjà pour la raison suivante, c'est que tout ce qui est structure de piste boucle, dipôle, etc., c'est des structures qui sont quand même relativement, avec un facteur de qualité relativement bas, c'est-à-dire il est relativement difficile
de déterminer avec exactitude la fréquence de résonance. Et généralement, en fait, en fonction du peu de dilatation qu'on arrive à imposer dans cette bande de fréquence, la fluctuation de fréquence de résonance est noyée dans les mesures et dans les incertitudes des appareils. Et là, vous êtes arrivé en fait à faire ressortir de manière plus précise en fait une fréquence de résonance par rapport aux dilatations liées aux variations de température, parce que là on parle de degrés, de variations de l'ordre de degrés. Et voilà, c'est quoi la magie derrière? Je ne sais pas s'il y a vraiment de magie. Si je peux donner les ordres de grandeur, on les a ici, quelque part par ici. Donc les ordres de grandeur qu'on a pu mesurer, ce serait ceux-là, ce serait du mégahertz environ. À gauche, pardon. Les mesures qu'on a ici à gauche. Oui, mais c'est du mégahertz sur une structure qui avait donné à 3 GHz. À 3 gigas. 3 gigas. Okay. Et avec des variations minimales de longueur de degré de 3,6. 3,6 qui serait ici, entre ces deux points ici. Okay. Après, j'avais une autre question, c'est que bon, ça, c'est comparé au coefficient de dilatation à la CTE donné pour des micropores. La boucle, elle est déposée, pour être réalisée, elle est déposée sur un substrat. Mais qu'est-ce que vous caractérisez la dilatation du métal ou du substrat? Parce que, après, j'ai bien vu que vous essayez d'avoir les deux simultanément. En fait, on a étudié si la dilatation du métal, c'est ce qu'on a ici. Ce serait ici le truc en rouge. On a étudié aussi si la dilatation du support, qui pourrait être en longueur ou en hauteur, avait des influences. On a vu que non. Pour ça, on a utilisé tout ce qui était modèle multicouche pour les boucles. Donc, on pouvait lier la hauteur de la boucle, la hauteur du substrat, pardon, aux variations en fréquence. On a vu que c'était minible. Du coup, on n'a pas pris en compte. Par contre, les variations de permittivité, ça, c'était important. On les voit ici. Donc, le support, il y a uniquement la variation de permittivité qui va énormément jouer. Et le métal, ce serait uniquement sa dilatation. Ouais, parce que, en fait, ces coefficients caractérisent soit un métal qui soit d'un côté, soit un métal qui soit de l'autre. Quand on met les deux l'un sur l'autre, il y a un effet de collage, c'est-à-dire qu'il y a un effet de rétention de la dilatation d'un du support par rapport à l'autre. Généralement, le diélectrique va dilater moins que le métal. Donc, il va y avoir un facteur, un tenseur de force qui va limiter en fait la dilatation du métal par rapport à la dilatation théorique qui peut être donnée par des mesures laboratoires, etc. C'est très difficile. Moi, je suis vraiment impressionné par la qualité de vos résultats, parce que c'est très difficile d'intégrer tout ça. Voilà. Si je peux juste me permettre un petit complément, même si effectivement, bon, on n'a pas non plus énormément d'expérience en termes de différents matériaux diélectriques sur lesquels on a appliqué ça, mais là, les résultats qui sont présentés ici, c'est une boucle qui est réalisée par PCB classique, c'est-à-dire du Roger qui a été gravé. Donc, globalement, j'imagine qu'il y a une adéquation entre le CTE du diélectrique et du métal qui fait que c'est pour ça que globalement, le CTE qu'on a eu à prendre en compte dans cette équation, c'était, les deux doivent être en phase en quelque sorte, doivent être du même niveau. Et après, j'avais encore une question. Bon, je ne sais pas avec quelle puissance vous éclairez les éléments. 0 dBm. Mais la puissance RF qui va arriver sur l'élément, va induire des courants sur l'élément. Parce que ces courants induits sur les éléments, vu la petitesse des éléments, on va eux-mêmes échauffer l'élément et le dilater. Les dimensions sur lesquelles, de dilatation sur lesquelles vous travaillez. Parce que là, je suppose quand même pour avoir un RCS, comme vous l'avez correct, il faut quand même mettre un peu la patate. On a 0 dBm, on n'a pas plus en puissance. 0 dBm oui. sur l'antenne d'émission. Oui. Et après, les grandes mesures ne sont pas non plus très éloignées. On a ici, par exemple,
C'était. On a les 10 cm entre l'antenne et le tag, dans les mesures qu'on a ici, pas plus. 10 cm. 10 cm pour la distance antenne résonateur. Voilà. Merci. Bravo. Merci, Florian. On va passer à la présentation suivante. Donc, c'est Zeshan